Pas de fille. Bon, rebonjour tout le monde, bienvenue au Midi de la foresterie. On est très content d'avoir Yann Boucher avec nous aujourd'hui. Yann est un chercheur en écologie forestière au DRF, au MFFP. Puis il a fait, avant ça, il a fait son doctorat en sciences de l'environnement à UQAM avec Dominique Arsenault. Puis avant ça, il avait fait une maîtrise de la faune et ses habitats, chose que vous ne savez pas, avant aussi à l'UQAM. Alors, sans trop tarder, je vais laisser la place à Yann pour parler de son projet ou un projet collaboratif, si j'ai bien compris, régénération après feu des écosystèmes boréaux dans un contexte de changement global. Bonjour tout le monde, je suis bien content d'être ici aujourd'hui à Rouen pour présenter un petit peu un nouveau projet qu'on a mis en branle il y a environ un an et demi. Puis justement, aujourd'hui, on avait une rencontre là, avec les différents partenaires de ce projet-là. Puis là, je vais vous parler un petit peu du thème lié au feu là, dans le cadre de ce grand projet-là. Donc, c'est un projet qui est avec beaucoup de partenaires. On a des gens ici de l'UQAT, on a des gens de différentes universités, on a des gens de la SOPFEU qui travaillent avec nous, du Service canadien des forêts. Puis, on a également l'ensemble des compagnies majeures en foresterie là, qui nous appuient dans le cadre de ce projet-là. Puis également, il y a également le Fonds vert, le Fonds du gouvernement du Québec, qui nous appuie là-dedans. C'est un projet avec beaucoup de jeunes impliqués. Puis, on a monté une belle équipe, je trouve, là, pour mettre en œuvre ce projet-là. Puis ça, à différents endroits là, du Québec, puis même ailleurs dans l'Ouest canadien. Donc, comme vous le savez, là, avec les changements climatiques, tout ça, les modèles, les prévisions tendent à montrer qu'il semblerait qu'il va y avoir une augmentation importante de l'activité des feux au Québec, puis également en Amérique du Nord. On a vu les derniers grands feux, tout ça. Mais en tout cas, il y a une grande tendance là, quand on regarde ça sur plusieurs années, puis on regarde les prévisions, qu'il va y avoir une augmentation de l'activité des feux. L'activité des feux, ça peut se traduire par la sévérité des feux, puis également par la fréquence des feux. Donc, ces deux thèmes-là vont être exacerbés avec les changements climatiques. Puis, quand on regarde le secteur du Québec, on voit là, ici une carte qui présente un peu les augmentations de la sévérité des feux dans le monde. Puis, on voit que le Québec est un endroit particulièrement important où il va y avoir une augmentation importante la sévérité des feux là, dans les années à venir. Donc, c'est un endroit intéressant pour faire des études sur ce point-là dans le cadre de notre travail. Donc, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est principalement au secteur de la pessière à mousse. Donc, les forêts dominées par l'épinette noire. Ici, on a la carte de distribution des grandes forêts fermées d'épinette noire. Puis, on voit que le Québec est vraiment l'endroit dans le monde où on observe là, les plus grandes formations d'épinette noire. Donc, un endroit particulièrement important. Puis c'est sur ce grand écosystème-là que va se porter le travail qu'on réalise là, dans le cadre de notre travail. Malgré que l'aire de distribution de l'épinette noire va s'étendre jusqu'en Alaska, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Mais au Québec, c'est particulièrement un foyer important. C'est la pierre d'assise de l'industrie forestière également, ces grandes formations-là d'épinette noire qu'on va retrouver au nord du 48e parallèle de latitude. Donc, forêt très importante tant écologiquement qu'économiquement. Donc ça, je représente rapidement l'aire d'étude. Donc, ce que je vais vous parler un petit peu dans ce qu'on regarde, c'est vraiment le domaine de la pessière à mousse qui se trouve de part et d'autre de la limite nordique qu'on voit en jaune ici. Donc, ce qui est au sud de la ligne jaune, c'est les secteurs où il y a de la foresterie commerciale qui est réalisée. Puis ce qui est au nord de cette limite-là, en jaune, c'est des endroits où il n'y a pas de récolte forestière. Mais ça, tout ce secteur-là forme la pessière à mousse. Puis on voit les différents feux qu'on retrouve là, dans ce secteur-là depuis le début des années 80. Donc, c'est pour un petit peu illustrer le contexte et l'étendue géographique du territoire dans lequel nos travaux vont s'appliquer. Ça, c'est juste un petit portrait rapide de ce qu'on voyait tout à l'heure en fonction du temps. Un peu les superficies brûlées en termes de kilomètres en Y en fonction des années. Donc, on voit que c'est assez variable d'une année à l'autre.
Puis on voit une certaine tendance à l'augmentation dans les dernières années, particulièrement en 2013 où il y a eu beaucoup de feux, principalement au nord de la limite nordique de ce territoire-là. Donc, c'est un portrait statistique là, de ce secteur-là. Donc, comme la plupart des gens ici le sait probablement, l'épinette noire, c'est une essence qui est relativement bien adaptée aux feux qui vont se dérouler en forêt boréale. Donc, c'est une espèce qui va avoir des cônes semi-sérotineux. Puis, après le passage du feu, va libérer les graines qui sont contenues dans les cônes. Puis, ça va permettre la régénération du territoire après feu. C'est une essence qui va tolérer également une gamme de conditions, des conditions mal drainées, bien drainées, mésiques, donc qui va être très dominante là, dans les différents territoires qu'on retrouve au Québec. Par contre, avec l'avenue de l'aménagement forestier dans les territoires de la forêt boréale, bien, il y a maintenant deux grandes perturbations qui se superposent. C'est qu'il y a un régime de feu, puis en plus de ça, il y a les perturbations associées aux coupes forestières. Donc, on peut appeler ça un nouveau régime de perturbation. Puis ça a des conséquences qu'on ne connaît pas encore vraiment ou qu'on suspecte qu'il pourrait avoir peut-être des problèmes dans le cadre de ce nouveau régime de perturbation-là. Puis ici, c'est un bel exemple. Là, ça, c'est un territoire qui est à Lebel-sur-Quévillon, un feu de l'année dernière, qui a frappé un territoire qui avait déjà été coupé récemment dans les 10 dernières années. Donc, on voit, c'est des secteurs qui sont en mosaïque, donc des secteurs en vert foncé qui n'ont pas été coupés, puis en vert pâle, des secteurs qui ont été coupés assez récemment. Fait que ce qui arrive dans ces territoires-là, ça peut causer des problèmes considérant que l'épinette noire se régénère bien après feu, mais doit produire des graines viables. Ces graines viables-là, normalement, ne sont disponibles qu'à partir de 50 ans. Quand l'âge a atteint environ une cinquantaine d'années, il va produire des graines viables, puis ces graines-là vont permettre de régénérer le secteur incendié. Mais dans le contexte où on a des coupes, où on a régénéré le paysage de manière importante, bien là, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas atteint cet âge-là de 50 ans. Puis, il peut y avoir un déficit de graines viables lorsque survient le passage d'un feu comme ça. Fait que notre projet d'étude, justement, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer après feu dans un tel contexte, dans un contexte où les forêts sont rajeunies, puis qu'également la sévérité des feux va être de plus en plus importante parce que la sévérité des feux va venir également jouer sur la production de graines viables. Parce que si le feu est trop sévère, bien, il va venir affecter la banque de graines aériennes qu'on va retrouver dans la tête de l'arbre, puis il va consumer les graines tout simplement. Puis, l'arbre ne sera pas en mesure de libérer des graines viables parce qu'ils vont avoir été consumés. Fait que le nouveau régime de perturbation, puis également l'augmentation de la sévérité des feux, bien, ça a des importances probablement importantes. Puis c'est pour ça qu'on a démarré ce projet-là, parce qu'on avait de fortes interrogations à savoir qu'est-ce qui allait se passer dans l'écosystème de la PCR noire suite à ces activités-là, puis à ces régimes de perturbation-là qui sont modifiés. Donc, dans notre travail, on a deux grands objectifs. C'est premièrement, décrire la sévérité des feux au Québec à partir d'un indice, l'indice des NBA qu'on peut dériver à partir d'imagerie satellitaire puis qu'on peut retourner dans le temps parce qu'on utilise des images Landsat dans ce cadre-là. Puis, on veut également améliorer une cartographie de la sévérité des feux contemporains. Donc, on veut pas juste faire le contour des feux récents qu'on observe présentement puis les accumuler en fonction du temps, mais on veut également décrire la sévérité de ces feux-là parce que, justement, c'est important parce que c'est une variable déterminante pour expliquer la régénération. La régénération ou synonyme résilience des forêts d'épinette noire. Puis également, vous allez le voir tout à l'heure, la cartographie de la sévérité permet de déclencher les activités de récupération des bois brûlés. Parce qu'après un feu, souvent dans les grands feux, on va récupérer le bois pour l'amener aux usines. Donc, l'importance de tout ça. Puis la deuxième section, c'est de développer un modèle spatial prédictif de la régénération après feu d'un territoire donné. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'offrir aux praticiens la possibilité de déterminer, après le passage du feu, de déterminer en appuyant sur le bouton, de déterminer si ça s'est bien ou mal régénéré, puis conséquemment, de mettre en œuvre des activités de remise en production, c'est-à-dire de plantation ou d'autres traitements,
s'il y a une mauvaise régénération dans un secteur, puis si la régénération est bonne dans un secteur, notre modèle dit que toutes les conditions sont réunies pour avoir une régénération dense, bien, on va laisser ce territoire-là évoluer naturellement après l'incendie. C'est un modèle, j'expliquerai tout à l'heure comment on l'a construit, ou on va le construire. Donc, la sévérité des feux, ça se traduit par les effets directs engendrés sur la végétation et sur le sol. La manière qu'on la mesure, c'est qu'on regarde dans différentes strates de la végétation du sol jusqu'à la canopée. On regarde l'influence qu'a eu le feu sur ces grandes strates-là d'écosystèmes forestiers. Ce qu'on utilise, c'est principalement l'indice DNBR, qui est un indice qu'on va dériver à partir d'une image Landsat prise avant le feu, puis une autre image Landsat prise après le feu. Puis on va soustraire ces deux images-là, puis on va regarder les endroits où il y a le plus de les changements entre les deux images. Puis les endroits où il n'y a pas eu de changement, mais on considère que la sévérité était très faible. Donc, c'est resté, par exemple, de vert à vert. On n'a pas observé de brûlage dans ces secteurs-là. Puis les endroits où ça a passé de vert foncé à très noir, par exemple, où il y a eu une combustion importante et une sévérité forte, mais on va considérer ce secteur comme étant fortement caractérisé par une sévérité forte dans le territoire. Puis ce qu'on voit ici, là, c'est le DNBR, donc l'indice DNBR qui varie entre 0 et 1. Puis, on voit les relations qu'on peut faire avec les placettes de terrain qu'on appelle les placettes CBI, le Composite Burn Index, qui permet d'aller mesurer directement sur le terrain, de valider notre variable de l'indice DNBR. Donc, on va sur le terrain, on va sur le terrain, puis on mesure pour chaque strate de végétation l'effet de la sévérité sur l'écosystème. Puis on est en mesure ensuite de valider nos cartographies qu'on réalise à partir de l'indice, puis de regarder des relations entre le Composite Burn Index et l'indice de sévérité développé à partir du DNBR. Donc, ce suivi de la sévérité-là, il est fait depuis relativement longtemps, principalement dans l'Ouest américain, un petit peu dans l'Ouest canadien, mais dans l'Est de l'Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont travaillé. Puis au Québec, on est la deuxième étude à travailler sur ça, faire le suivi de la sévérité des feux à partir d'imagerie. Donc, ça avait été fait là, par un autre boucher, ça s'appelle Jonathan Boucher, qui travaille actuellement à la SOPFEU. Puis nous, on a mis en place également un suivi de la sévérité des feux pour le territoire du Québec. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant avec l'indice DNBR, c'est qu'on est capable de faire une étude rétrospective. On est capable d'évaluer rétrospectivement la sévérité des feux. Puis, on est capable de voir un petit peu l'évolution dans le temps parce que les imageries satellitaires, l'indice DNBR est capable d'être calculé parce que les images satellites Landsat sont archivées depuis les années 70. Puis, à partir de 85, c'est un capteur particulier, on est en mesure d'évaluer la sévérité des feux qui sont produits en 85 puis 2014. Puis on a le portrait ici pour le territoire du Québec, les travaux qu'on a réalisés avec Luc Guindon là, du Service canadien des forêts. Puis également, on a un portrait statistique de la sévérité des feux, mais nous, on essaye un peu de comprendre le pourquoi de cette sévérité-là qu'on a observée depuis les 30 dernières années. Puis, on va mettre en relation les données du météorologique, donc le climatique, les indices climatiques qui sont dérivés à partir du réseau météorologique là, du RMCQ. C'est un consortium de différents partenaires que vous voyez ici qui mettent en relation différentes sources de données climatiques là, qui sont récoltées dans différents endroits. Puis, c'est une base unique qui n'a pas beaucoup été utilisée jusqu'à maintenant. Puis là, on est en train de fédérer cette information-là pour la mettre en relation avec la sévérité des feux, pour essayer d'expliquer la sévérité des feux en fonction du temps dans ce territoire-là. Puis on utilise également ces variables-là de climat là, à partir du réseau météorologique coopératif du Québec, le RMCQ. Fait que ça, c'est une base vraiment de données importantes qui va nous servir vraiment à déterminer le pourquoi des feux observés au Québec dans ces années-là. Donc, ce qu'on fait également, c'est on mesure la sévérité des feux dans le passé, donc à partir des imageries Landsat.
mais on peut également mesurer la sévérité des feux pour les feux récents. Donc, à partir d'autres informations, d'autres capteurs qui sont disponibles. Ça, c'est le projet de Charlotte qui a démarré là, un an et demi, qui permet de cartographier la sévérité des feux récents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré son projet de maîtrise en espérant qu'il y ait un feu important, parce que ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas de feu important. Là, on a été chanceux. Il y a eu un seul feu important en 2017. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas eu de feu de cette taille-là. On a été très chanceux. Le feu a tombé à côté d'un camp forestier, puis il allait récupérer ce bois-là. Donc, tout était parfait. On a pu établir notre camp de base là-bas, puis démarrer nos travaux pour le feu 74, en 2017. Puis en plus, en 2018, il y a eu un feu juste un petit peu au sud, à peu près une centaine de kilomètres au sud. Mais ça, c'était le feu 74. Le feu 74, c'est un feu de printemps, donc il y a des caractéristiques un petit peu différentes que le feu 368 qui est survenu en août 2018 cette année, mais un feu plus d'été. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait regarder la sévérité des feux pour un feu de printemps, un feu d'été, qui, selon nous, pourrait avoir des caractéristiques assez différentes. Fait que ça nous a permis de mettre en œuvre une mesure de la sévérité de ces secteurs-là. Puis, pourquoi on a fait ça? Pourquoi c'est quelque chose qui est assez important? Parce que quand il arrive un feu, selon les principes d'aménagement écosystémique, on doit maintenir environ 30 du périmètre du feu en forêt mature intact. On ne peut pas tout le récupérer. Tu sais, auparavant, les gens allaient essayer de récupérer le plus possible le feu. Donc, on essaie de récupérer 100 du feu. Maintenant, avec les nouvelles normes écosystémiques, on doit maintenir 30 de la superficie de forêt mature en forêt qu'on appelle résiduelle, qui ne doivent pas être touchées. Puis, dans ces secteurs-là, en plus, on a le territoire d'application de la paix des Braves. Donc, dans cette entente-là, les gens doivent garder les forêts représentatives qu'il y avait avant feu. Puis, la sévérité du feu est un intrant important. La sévérité du feu est un intrant très important. Puis, avant de déployer les coupes de récupération, les gens doivent savoir qu'est-ce qu'on avait comme sévérité de feu qui se sont produits dans ces feux-là. C'est quoi la proportion des différentes classes de sévérité? Parce que dans le résiduel, dans ce qu'on va laisser intact, on doit avoir la même représentativité, on doit avoir la même représentativité des différentes classes de sévérité qu'on observe. C'est un cas particulier, mais qui s'applique pour une grande portion du nord du Québec. Puis nous, dans le projet de Charlotte, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment d'optimiser la cartographie de la sévérité parce que dès qu'on attend, plus le temps avance, plus on a des problèmes quand on veut récupérer. Parce que la récupération des bois, on doit la faire très rapidement. On doit la faire idéalement l'année du feu. Parce qu'il y a deux éléments importants qui vont arriver, c'est que tout de suite après le feu, il va y avoir des insectes qui vont venir coloniser le bois brûlé. Ces insectes-là vont arriver très, très rapidement. Là, à peine une semaine après le passage du feu, on observe ces insectes-là, les longicornes, qui vont venir pondre des œufs, puis ils vont faire des cavités dans le bois qui vont le rendre inutilisable ou en tout cas qui va perdre une valeur importante suite à cette colonisation. Donc, il faut vraiment se dépêcher à produire une cartographie de la sévérité des feux pour qu'on puisse mettre en branle la récolte des bois brûlés, parce que tant qu'on n'a pas cette cartographie-là de la sévérité des feux, les gens ne peuvent pas aller récolter le bois. Donc, c'est un petit peu de là que l'importance du projet de Charlotte. Fait que, présentement, la cartographie de la sévérité est faite à partir d'imagerie à haute résolution où on utilise des techniques qui sont correctes, mais qui sont quand même longues, puis fastidieuses, puis avec un certain coût, parce qu'on va utiliser de l'imagerie à haute résolution. Il va y avoir des contours qui sont réalisés pour les différentes classes de sévérité qu'on voit ici, affectés, carbonisés, aussi. Eux vont se faire une cartographie. Ça, c'est la direction de la protection des forêts, qui est une direction du ministère qui s'occupe de la cartographie des feux. Puis eux vont cartographier avec ça, mais ils vont prendre quand même beaucoup de temps, puis il va y avoir quand même beaucoup d'argent aussi qui est investi là-dedans. Donc ça, c'est différentes classes qu'on peut observer qui sont quantifiées dans ces cartes-là. Puis,
Ces cartes-là, en plus, sont validées avec il faut valider avec souvent des hélicoptères ou des avions. Donc, c'est des méthodologies qui coûtent assez cher et qui prennent quand même assez de temps. Fait que dans le projet de Charlotte, c'était vraiment de développer une méthodologie pour optimiser, puis donc optimiser la rapidité puis les coûts aussi pour produire une carte de sévérité des feux pour pouvoir récupérer. Fait que ici, c'est un petit peu le schéma là, que Charlotte avait émis, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les grandes étapes qu'on a, c'est qu'on va utiliser différents types d'imagerie, en partant d'imagerie grossière, disons Landsat, jusqu'à l'imagerie ultra fine qu'on peut récolter avec des imageries avec un drone. Puis qu'ensuite, on met en relation avec la sévérité du feu. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez différents types de résolution. Là. On a l'ensemble des données de résolution, donc de très fin à plus grossier, donc du Landsat au drone. Puis, on va mettre ça en relation ici avec des placettes CBI qui vont nous servir de validation de nos données cartographiques. Parce que nous, on veut tenter de produire une cartographie de la sévérité du feu à partir de différents types d'imagerie. Puis nous, on doit le valider. On doit toujours valider nos données satellitaires, nos données de remote sensing avec des données terrain plus fiables, plus fines. Donc, dans le projet de Charlotte, ce qu'ils ont réalisé, c'est des placettes CBI pour valider les DNBR qui ont été produits à partir de l'imagerie satellitaire. Donc, juste après le feu, puis juste avant la récolte forestière, donc il fallait vraiment être au bon moment, au bon endroit. Ils ont récolté des données, ils ont fait des placettes CBI, donc pour caractériser la sévérité des feux à l'échelle du sol, pour valider leur cartographie qu'ils ont réalisée à partir d'imagerie satellitaire. Ça, c'est un petit peu les résultats là, relativement préliminaires là, de l'étude de Charlotte, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a vraiment une belle relation entre le DNBR qu'elle a produit avec l'imagerie qu'elle avait en main. Donc, nous, on ne l'a pas produit avec Landsat, on l'a produit avec Sentinel, qui est un petit peu à plus haute résolution, c'est-à-dire un petit peu plus haute résolution, mais où on peut produire un DNBR. Puis, elle a mis en relation avec son CBI qu'elle a récolté sur le terrain, ces centaines de placettes puis elle a trouvé vraiment une bonne relation. Donc, c'est dire que le DNBR va bien exprimer la sévérité des feux qu'on observe au sol. C'est un petit peu ce que vient dire ce graphique-là. C'est que ça valide bien la cartographie qu'elle a réalisée pour la mesure du DNBR. Puis aussi, on a acquis des imageries par drone qui, on n'a pas encore réalisé là, les interprétations, les relations, on n'a pas encore fait des analyses là-dessus, mais on veut voir si le CBI, on pourrait s'affranchir de faire des placettes de terrain pour valider. Puis au lieu de ça, on pourrait utiliser des imageries à l'aide d'un drone. Parce que vous voyez en bas à droite, le genre d'imagerie qu'on peut obtenir là, quand on est à 60-80 mètres d'altitude, c'est vraiment précis. Puis on croit qu'on est capable de s'affranchir des placettes CBI, puis d'acquérir l'information la plus fine qui sert à valider nos cartes de sévérité à partir de l'imagerie drone. Mais ça, on n'est pas encore là, on n'est pas encore en train d'analyser ces images-là, mais c'est quelque chose qu'on pense qu'on pourrait réaliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces travaux-là, on participe à un projet nord-américain sur la quantification de la sévérité des feux en Amérique du Nord, avec des gens du USDA Forest Service, où on tente de mettre en relation l'ensemble des travaux qui ont réalisé des évaluations CBI, particulièrement des placettes au sol, en combinaison avec l'imagerie satellitaire, pour voir un peu les grands patrons de sévérité qu'on observe à l'échelle nord-américaine. Puis d'ailleurs, là, on va présenter normalement, si tout va bien, là, on va présenter un symposium là-dessus au courant du mois de juin l'année prochaine. Puis on va essayer on va faire un portrait justement de la sévérité des feux un peu en Amérique du Nord, qu'est-ce qui se passe, puis les patrons qu'on observe. Fait que c'est un beau projet qu'on a lancé avec eux, puis on est bien confiant que ça va fonctionner. Donc, deuxième partie. Là, on parlait de quantifier la sévérité des feux. C'est un élément important qui explique la régénération de nos forêts boréales, des écosystèmes dominés par l'épinette noire. Deuxième aspect, régénération post-feu de l'épinette. Il se passe un feu, comment ça va se régénérer? Tout simplement, on veut savoir comment ça va se régénérer. Donc, il y a plein de choses à regarder, à mettre en relation.
quand on veut développer un modèle de régénération de l'épinette noire, il faut regarder la sévérité du feu, si on en a parlé tout à l'heure. Il faut regarder l'âge du peuplement. C'est-tu un peuplement jeune qui a brûlé? C'est-tu un peuplement vieux qui avait des graines viables, des graines matures? C'était quoi le drainage du peuplement, son exposition? Y avait-tu de la compétition? C'était quoi la composition du peuplement qui a brûlé? Quel était le climat juste avant que le feu frappe le territoire et qu'il mette en place cette régénération-là? Quels étaient les lits de germination? En tout cas, il faut tout mettre ça ensemble pour essayer de mieux comprendre et de prédire quelle sera la régénération de l'épinette noire dans ce contexte-là. Fait que dans le fond, on est en train de monter un modèle. On avait déjà démarré une étude en 2014 avec Maud Perrault-Hébert qui poursuit dans ce cadre-là, dans son doctorat. On avait déjà élaboré un modèle à partir de beaucoup moins de placettes que ce qu'on va avoir dans le futur, parce que là, à terme, on espère avoir environ 1000 placettes de régénération, vous allez voir, là, mais on veut vraiment couvrir les secteurs de l'Est jusqu'à tout le secteur de la PCR à mousse. On veut vraiment échantillonner les feux de ces territoires-là pour développer notre modèle de régénération. Donc, notre modèle de régénération, il est vraiment calibré à partir de données réelles qui sont prises sur le terrain. Parce que moi, je suis arrivé au ministère, j'ai dit, bien là, les données de régénération après feu, j'aimerais ça les avoir. Est-ce que c'est disponible? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de données de régénération après feu. Je fais, ah, c'est spécial. On ne sait pas si nos forêts se régénèrent bien ou mal. On a dit non, c'est pas important. OK. Ils n'ont pas dit que ce n'était pas important, mais ils ont dit que ce n'est pas le genre de données qu'ils avaient récolté. Fait que là, j'ai dit, bien, écoutez, on va prendre les moyens pour essayer de connaître comment se régénèrent nos forêts. Donc, c'est pour ça qu'on va déployer au moins 1000 placettes dans différents feux entre les années 85 puis 2013. On va regarder comment ces feux-là se sont régénérés puis calibrer notre modèle à partir de ces calibrer ou mettre en place notre modèle à partir de vraies données qui ont été récoltées sur le terrain. Donc, on a mis en place, on a développé un modèle qui est basé sur l'écologie de l'espèce, parce que, comme vous le savez, un bon modèle, bien, ça tient compte des variables écologiques qui vont amener le processus à se réaliser. Donc, ce n'est pas n'importe quelle variable qu'on rentre dans le modèle et on regarde ce que ça donne. On a vraiment essayé de comprendre comment se déroulait le processus de mise en place de la régénération de l'épinette noire, puis on a mesuré ces différentes variables-là. Donc, on a mesuré plein de variables comme la sévérité du feu, la saisonnalité, les variables climatiques, donc avant et après feu, parce que les conditions avant le feu sont importantes, mais aussi après feu, si on a des conditions de sécheresse ou des conditions d'humidité importantes après le feu, bien, la régénération de l'épinette noire va se comporter différemment. Exact. Puis aussi les variables de peuplement. Qu'est-ce qu'on avait comme peuplement? C'était-tu de l'épinette noire feu ou de l'épinette noire du pin gris? Toutes des choses qui rentrent en compte au niveau de la régénération. Donc, les variables du milieu physique, puis l'historique des perturbations. Quel âge avait le peuplement quand il a brûlé? Avait-il subi une épidémie de tordeuse juste avant qu'il brûle, qui avait affecté sa banque de graines aériennes, sa banque de cônes et ses graines aériennes? Donc, toutes des choses qui sont importantes de savoir et qu'on est capable de mesurer de par l'échantillonnage qu'on a fait. Variable réponse, bien, dans le fond, tout simplement, c'est qu'on regarde la densité de régénération des essences boréales, mais principalement l'épinette, comment il s'est comporté. Puis, dans le fond, nos variables environnementales, comme je l'ai présenté, c'est ces grandes familles de variables-là. Donc, on va avoir notre variable réponse, qui est la densité de régénération de l'espèce considérée, soit l'épinette noire. Puis, on a nos variables environnementales, puis on va mettre en place un modèle. On va avoir deux modèles. On va avoir un modèle complet où on va utiliser toutes les variables qu'on a récoltées, tant sur le terrain qu'à partir de la cartographie éco-forestière. Donc ça va nous permettre de comprendre puis de produire de la science sur comment se régénère l'épinette noire dans un contexte boréal, tout ça, en fonction de l'ensemble de ces variables-là. Puis également, on va développer aussi un modèle spatial qui va permettre de prédire ce qui se passe après feu plus facilement, qui va utiliser les données visuelles cartographiables du ministère. Parce que ce qui est des fois, c'est qu'il y a des variables qui sont très importantes pour expliquer la densité de régénération de l'espèce, mais c'est des données qu'on ne peut que récolter que sur le terrain, qu'il faut être sur le terrain. Ça, c'est un désavantage comparativement aux données qu'on peut cartographier
à grande échelle parce qu'on veut que notre modèle, quand il se passe un feu dans telle région ou dans tel territoire, bien, monsieur, il prend sa carte, puis il y a ces différentes couches d'informations de variables environnementales, puis il est capable d'aller extraire le produit final, c'est-à-dire la densité de régénération, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on va avoir deux types de modèles, un modèle qu'on appelle complet avec l'ensemble des données, puis le modèle spatial. Puis on va utiliser différentes approches pour établir les modèles. Puis également, ce qu'on va faire, c'est que pour intégrer la sévérité des feux, on va faire varier un peu la sévérité des feux dans notre modèle. Donc, on va partir avec le statu quo, ce qu'on retrouve actuellement. On va également faire varier la sévérité à la baisse et à la hausse afin de voir son impact sur la régénération des forêts, puis voir comment, en fonction des scénarios, des prévisions qu'on a au niveau de la sévérité, comment ça va influencer notre régénération forestière. Puis, est-ce qu'on se dirige vers des forêts ouvertes où il y a plein d'accidents de régénération avec les changements à venir ou ça va se poursuivre comme dans le passé puis on va observer des forêts denses après le passage du feu? Tout ça va nous permettre d'avoir de l'information là-dessus. Fait que l'aire d'étude, c'est encore dans le même territoire que j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment dans l'ensemble de la PCR à mousse, l'ensemble des secteurs dominés là, par les forêts d'épinette noire. Puis là aussi, on a encore un projet. Là, on est affilié avec les gens là, avec la NASA, un projet à BOF qui permet de regarder un peu la vulnérabilité des écosystèmes forestiers arctiques et boréaux. Puis, dans le fond, on a une étude. Nous, on fait partie de l'étude du Nord-Est américain avec d'autres Québécois qui ont fourni des données sur la régénération après feu des systèmes boréaux. Puis, on va jumeler ça avec d'autres études jusqu'en Alaska, puis également même circumboréal là, dans l'ensemble de la couronne circumboréale. Fait que c'est un autre projet qu'on est bien content qu'on va participer avec tout ce groupe-là. Puis, on est en train justement d'écrire un article sur certaines choses qu'on a développées avec nos choses pour ce projet-là. Donc, c'est ça. C'est un peu pour présenter notre équipe. Dans le fond, c'est des données qui sont très difficiles à les récolter. C'est des équipes, on a souvent une dizaine de personnes qui travaillent à chaque été avec nous, qui travaillent fort dans des conditions assez ardues dans le nord de la forêt boréale, dans des camps forestiers et parfois même dans des temps de prospecteurs. Mais c'est ça. Fait que c'est toute une belle gang là, qui travaille fort. Puis ça, c'est un peu pour présenter là, le contexte dans lequel se réalisent nos études, parce que c'est des projets qui sont très coûteux, puis ça prend quand même beaucoup d'infrastructures. Vous voyez, en 2017, où on a travaillé, c'est des secteurs, quand chute des passes, on était à 3 heures d'Alma, c'est pas si pire. Mais quand on travaillait dans le camp Baie-Bellevue, à 6 heures d'Alma, ben, on commence à être loin. S'il n'y a pas de camp forestier, c'est des temps de prospecteurs, mais ce n'est pas toujours évident de passer quelques semaines tout seul en tant que prospecteur, d'arriver mouillé. En tout cas, mais il y a toujours des camps forestiers à proximité. Puis, on a un très, très bon appui là, des différentes compagnies là, qui nous ont particulièrement résolus dans ce secteur-là, qui nous ont hébergés, qui nous ont fourni nourriture et abri là, pour certaines personnes ici là, qui ont travaillé dans ces secteurs-là. Puis cette année, c'est le 15 SM2, environ 300 km au nord d'Alma. Les gens ont passé la majeure partie de leur été dans ce secteur-là. En camp forestier, on avait une belle roulotte pour nous. Puis, c'est ça. Il y avait une dizaine de personnes là, dans ce camp-là. Ça, c'est l'environnement que les gens ont travaillé cet été. Il y en a qui trouvent ça lugubre, d'autres qui trouvent ça beau. Je trouve ça quand même beau. Ça, c'est l'environnement typique des gens qui vont travailler dans les forêts brûlées. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer des inventaires dans des secteurs qui n'ont pas été récupérés. Donc, c'est un petit peu la difficulté des fois, c'est que ces secteurs-là, ils ont été récupérés parce qu'on passe souvent plusieurs années après le feu. On passe minimum 4 à 5 ans après le feu pour laisser le temps à la régénération de s'établir. Puis ça, il faut trouver ces secteurs-là qui n'ont pas été aménagés, qui n'ont pas été perturbés par l'homme parce qu'on veut voir la régénération naturelle, comment elle se comporte. Fait que ça, c'est le genre d'environnement qu'on fait. Ça, c'est les mesures qui ont été réalisées. Là, dans le fond, on fait des inventaires du peuplement qui a brûlé. Donc, on va reconstituer qu'est-ce qui a brûlé. Des fois, ça fait 10-15 ans que le peuplement a brûlé. Donc, on doit retracer, par exemple, bon, mais ici, ça, c'était de l'épinette noire, de tel diamètre. On fait un inventaire complet dendrométrique du peuplement qui a brûlé. Puis ensuite, on va mesurer la régénération, donc dans des sous-placettes. On va mesurer la régénération
de l'ensemble de nos placettes. C'est souvent des placettes de 400 mètres carrés dans lesquelles on va établir une dizaine de sous-placettes pour évaluer la régénération. Donc, notre variable réponse qui alimente notre modèle. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme régénération? La variable qu'on n'avait pas au ministère, puis qu'on va chercher vraiment la variable clé dans ces études-là. Puis, on quantifie l'ensemble des conditions du peuplement qu'on y retrouve. On regarde également la composition floristique de ces territoires-là. Donc, un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve dans chacun des sphènes, les mousses. On regarde différents types d'herbacées. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. On regarde aussi, on prélève des rondelles pour savoir quel âge avait le peuplement, parce que c'est très important, quel âge avait le peuplement. Quel est son historique de perturbation? Comme je l'ai dit tantôt, il a été affecté par une épidémie de tordeuse qui avait mangé les fleurs de cône, si on veut. Puis que tout de suite après le passage, après cette épidémie-là, il y a un feu, bien dans ce temps-là, il y a des accidents de régénération qui peuvent se produire parce que la quantité de graines viables est faible. Donc, on ramasse beaucoup d'informations à partir des rondelles d'arbres. Donc, on ramène habituellement environ 5 rondelles d'arbres par peuplement pour avoir une idée de l'âge du peuplement puis de son historique. Son historique également de croissance. Donc, on va prélever ça avec des scies mécaniques, puis on prélève ça aussi avec, comment ça s'appelle ça, le Katana Boy. Ça, là, c'est très pratique. Quand on n'a pas de scie mécanique, puis vous êtes des forestiers, je trouve travailler. Ça, le Katana Boy, là, ça coupe un pain gris comme ça en 4-5 coups. Hein, puis la personne n'a pas besoin d'être grosse. Fait que c'est ça, c'est très, très pratique. Fait qu'on ramasse beaucoup de galettes, puis les gens ils aiment bien ça, ramasser des galettes. Faire de la scie mécanique. Fait que ça, c'est dans le fond un peu ce qu'on peut voir. On ramasse des galettes, on ramasse également des cicatrices, des galettes avec des cicatrices. Donc, vous savez, on est capable de dater le passage de différents feux. Puis la formation de cicatrices, l'âge de la formation de cicatrices nous permet de dire que ce peuplement-là est affecté par un feu. Puis cet arbre-là a survécu, puis a produit le bourrelet que vous voyez. Puis on est capable de voir des années de feu dans nos peuplements. Donc, souvent, les peuplements d'épinettes noires qu'on mesure, qu'on brûlé, eux sont eux-mêmes issus d'un feu. T'sais, on est capable, ça ici, on a environ 600 ou 700 galettes qu'on a récoltées l'année dernière. Puis ici, ce que vous avez en X, c'est l'établissement de ces arbres-là au passage du feu. Les arbres qui ont brûlé se sont établis quand? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des grands pulses. Souvent, c'est des grandes années de feu qu'on observait dans les années 1840, 50, les années 1750, 1920, beaucoup de feux. Fait que ça, on est capable après ça de voir les différents types de peuplements en fonction de leur âge, bien, comment ils ont brûlé, qu'est-ce que ça a donné comme régénération. Fait que ça, c'est un paquet d'autres choses qu'on récolte. Fait qu'on récolte pratiquement 1000 galettes par année sur un horizon de 5 à 10 ans. Fait qu'on va se ramasser avec plusieurs galettes, puis ça nous permet vraiment aussi, comme projet parallèle, de mieux connaître un peu l'établissement des forêts au Québec, puis les grands patrons de feu, puis de reconstituer ce qui s'est passé là, comme établissement des forêts suite au feu qu'on a observé dans les siècles passés. Donc, grossièrement, quand on regarde ce projet-là, vu que c'est un projet préliminaire, puis c'est des résultats très, très préliminaires. C'était plus pour présenter un peu l'ébauche du projet à tout le monde, voir un peu qu'est-ce qu'on faisait. C'est que les résultats attendus, c'est qu'on va mesurer la sévérité des feux à partir de l'indice des NBR pour l'ensemble des feux du Québec entre 85 et les 30 dernières années jusqu'à maintenant. On va optimiser, on pense qu'on va optimiser la cartographie de la sévérité des feux, donc on va la rendre plus rapide, puis ça va nous coûter moins cher. Puis en même temps, ça va permettre à l'industrie d'aller récolter le bois de manière plus rentable, donc de maintenir la valeur des paniers de produits qui sont transformés à l'usine. Puis dans le fond, troisièmement, notre modèle spatial prédictif, la densité de régénération, bien, on voit vraiment qu'il va être utilisé par les praticiens, puis ça va vraiment permettre de bien intégrer l'ensemble des paramètres que j'ai présentés pour vraiment, après ça, vous allez voir, là, l'intégrer dans la pratique. Donc, les retombées escomptées
c'est qu'on va être en mesure d'évaluer la productivité des forêts en fonction des scénarios probables de sévérité des feux, comme je l'ai présenté tantôt, quand on va intégrer la sévérité des feux, différents paramètres de sévérité, on va être en mesure de voir qu'est-ce que ça va produire en termes de régénération de la forêt. On va avoir des forêts ouvertes, des forêts denses, des pinettes noires. Ça a un impact sur la foresterie. On va justement identifier le secteur mal régénéré, puis on va pouvoir dire, regardez, ici, mettez votre argent pour régénérer votre secteur, votre forêt, votre plantation. Les autres secteurs, tous les paramètres sont là pour avoir une bonne régénération. Ne touchez pas à ça. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas vraiment ça, puis il se passe un feu, ils remettent en production l'ensemble du territoire, sans regarder si ça s'est vraiment bien régénéré. Ils ne prennent pas le temps d'attendre pour savoir si ça s'est bien ou mal régénéré. Mais avec notre modèle, on pense qu'on va être capable de leur donner des précisions là-dessus sur les localisations, les zones géographiques par rapport à la densité de régénération. Avec cette étude-là, on va bonifier le suivi des feux au Québec. Au lieu d'avoir juste les périmètres des feux, on va avoir le périmètre des feux, puis en plus leur sévérité en fonction du temps pour chacun des feux chacun des feux du Québec. Donc, on va l'intégrer dans notre pratique, dans notre cartographie à la direction des inventaires forestiers. Donc, c'est des choses qu'on croit qu'on va être en mesure de bonifier. C'est ça, on va optimiser la récolte des forêts brûlées, puis ça va outiller le Québec dans sa stratégie d'adaptation au changement climatique qu'on est en train de mettre en œuvre là, dans les prochaines années. Fait que c'est pas mal terminé, merci. Merci beaucoup, Yann. On a à peu près une dizaine de minutes pour questions, un peu plus. Normalement, on commencerait avec des questions s'il y en a qui sont déjà rentrées, Sophie, à distance. Alors, on a Brian Harvey. On a Brian Harvey, merci Julie, qui commence d'ailleurs par un commentaire. Conférence très intéressante. Merci beaucoup, Yann. Alors, quand vous référez aux variables explicatives climatiques, il me semble que vous voulez vraiment dire météorologique. Est-ce que je me trompe? Non, ça peut être climatique, météorologique. C'est les deux, dans le fond. Les deux sont... Parce qu'on a dans le fond, on a les différentes... c'est des indices forêt météo qui sont développés. C'est des indices forêt météo, dans le fond. C'est en gros, qui sont dérivés à partir de conditions météorologiques. Là. Mais je ne suis pas l'expert là-dedans. C'est pour ça que je me suis adjoint de Martin Girardin là-dedans. Moi, je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais dans le fond, c'est vraiment les conditions de sécheresse qu'on va être capable d'évaluer, toutes les conditions qui sont gagnantes ou qui vont défavoriser l'implantation des graines, le développement, la régénération des pinettes. C'est bon. On a une autre question à distance? Pas pour l'instant. Osvaldo? Merci Yann pour ta présentation. Moi, j'ai une question. On s'intéresse beaucoup à la régénération tout de suite après le passage d'un feu. On sait que la sévérité peut avoir été en cause. Mais qu'est-ce qu'il y en est de l'avenir d'un peuplement? Des fois, ça arrive qu'un peuplement peut très bien décoller en principe, mais qu'ensuite, on ne trouve pas un peuplement productif. Oui. Bien, dans le fond, nous, c'est déjà assez compliqué. Je ne suis pas un spécialiste, ça ne fait pas longtemps. Moi, je suis plus un spécialiste des archives forestières, tout ça. Mais, on va s'intéresser à ça. La première phase, c'est l'établissement. L'établissement de la régénération. Puis nous, par la bande, on est capable d'un peu adresser ce que tu dis parce qu'on va dans des peuplements qui ont 4 ans après feu, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on en a qui ont 30 ans après feu. Fait qu'on est capable d'avoir un petit peu cette idée-là, qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs-là, mais on n'a pas un suivi démographique. Tu sais, un suivi, là, on prend les 100 plantules qui ont poussé sur la table, on les suit d'année en année, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça, il y a un petit peu d'études qui sont faites là-dessus, mais plus, il faut avoir le temps de le faire, puis il faut avoir l'énergie de le faire. Et puis, mais ça, c'est très important de le faire, mais c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire, mais tu as entièrement raison. Après ça, il va se passer d'autres choses. Il va y avoir une sécheresse 10 ans après l'établissement, qui fait que les semis vont sécher, puis on va abriter un peuplement qui est ouvert, qui est peu dense. On peut avoir toutes sortes de choses. C'est ça. Fait que, si on l'adresse un petit peu, comme je l'ai dit, par notre temps depuis feu, là, des fois qui peut s'étendre jusqu'à 30 ans, mais ça, on ne l'adresse pas. On se concentre vraiment à l'établissement après le feu.
Oui, est-ce que le résultat de justement la régénération après feu, il va être se présenter comme une étude probabilistique, c'est-à-dire c'est la probabilité qu'il y ait suffisamment de semis ou l'idée c'est de dire j'ai 20 000 plantules à l'hectare. Comment est-ce que tu vas le Ça va être une densité qu'on va être capable de donner. Fait que tu vas dériver en fonction de la densité. Si tu dis que la densité de X semis à l'hectare, c'est suffisant pour abriter une forêt dense, ben, tu vas établir tes critères, ton threshold va être en fonction de ça, mais on va être en mesure d'avoir une densité de la régénération euh, dans ces secteurs-là, dans ce modèle-là. Si je peux me permettre, j'avais la même question que Vado. Puis je me demandais dans vos feux que vous êtes, c'est quand même assez variable, 1985, ça commence à être vieux. Est-ce que vous prenez au moins l'auteur des arbres ou voir si c'est juste une décompte? On a la hauteur des arbres. OK, ça c'est intéressant. On a à partir de 2,5 cm. Puis ensuite, on a des classes, je ne me rappelle plus exactement, mais on a des classes qui viennent nous donner des classes importantes. Ah, ça c'est intéressant. Puis on a également le substrat d'établissement, ou en tout cas le pourtour du semis dans quoi il a poussé. C'est-tu de la sphène, c'est-tu du polytrique, c'est-tu du sable, c'est-tu n'importe quoi. Là, on a ces variables-là aussi. Carlos? Merci pour la présentation. En question, je ne sais pas si je me trompe, mais pour la sévérité du feu, normalement, les gens utilisent l'index DMBR pour regarder la sévérité, mais après, quand tu fais la différence, ça te donne une idée de comment ça a changé avec le temps, après le feu. Je ne sais pas si je me trompe, mais Bien, le DNBR, dans le fond, c'est tes deux images. C'est tes deux images que tu vas soustraire. Ça va te donner une valeur. Souvent qui varie. Les échelles ne sont pas importantes, là, mais exemple de 0 à 1. Donc 0, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. 1, il y a eu un changement très important. Exemple du vert au noir. Puis c'est comme ça que c'est mesuré. Puis dans le fond, tu vas être en mesure de cartographier ton territoire seulement en faisant cette soustraction de deux images, elle avant puis après feu. Puis dans le fond, nous, nos placettes CBI, Composite Burn Index, nous permettent de voir, donc c'est marqué 1 sur la carte, donc c'est un changement très important. Nous, on va voir au sol, est-ce que c'est vraiment un changement très important? Puis la placette CBI, c'est 3, par exemple. Quand c'est très, très important dans le maximum, c'est 3. Donc, on fait ces relations-là comme ça. Okay. Donc, si c'est vraiment les différences des deux images. Donc, si tu ne fais pas la différence, ça ne fait pas de sens. Si tu as seulement les... Ben, c'est que tu as le pattern observé à un moment donné, puis le pattern observé à un autre moment, mais il faut que tu fasses la soustraction entre les deux indices. Je vais en profiter pour une autre question en ligne. Que sait-on de la saisonnalité des feux dans le futur? Est-ce qu'il y aura plus de feux au printemps? Ben, moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais selon ce qui est avancé là, par les différents modèles, oui, la saison de feu devrait devenir plus longue et devrait débuter plus précocement. Mais c'est pas moi le spécialiste de ça. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Je sais que François connaît ça quand même. Je sais encore que ça veut dire précocement. En fait, la réponse, c'est ça dépend où et ça dépend quand. Parce que oui, ça va augmenter, oui, ça peut être hâtif dans certains secteurs, ça peut être plus tardif aussi dans certains secteurs. C'est-à-dire des feux d'automne à la place des feux de printemps. Donc, ça dépend où, ça dépend quoi. C'est une question, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais la question de régénérer ou pas, est-ce qu'elle se pose uniquement dans les sites qu'on n'a pas récupérés? Quand on récupère, j'imagine que la question ne se pose pas de toute façon. Il faut régénérer parce qu'on a récolté rapidement. C'est déjà. Mais dans le fond, je veux dire, dans le fond, la stratégie du gouvernement du Québec, c'est de plein boisement. Dans le fond, lorsqu'on réalise une activité forestière, on ne peut pas diminuer la densité qu'on observait avant l'intervention forestière. Fait que c'est sûr que oui, il faut remettre en production ces territoires-là, s'ils ne se remettent pas en production naturellement, par exemple. Mais disons qu'on est, disons que le front, c'est un territoire qui est inaccessible présentement. Il n'y a pas de réseau routier qui est établi, qu'il y a un feu qui se produit là, puis qu'il y a une mauvaise ou une bonne régénération. Il y a peut-être des forestiers qui vont aller voir ça,
mais ce n'est pas une obligation de percer un chemin, d'aller le remettre en production. Ce territoire-là, tant qu'il ne sera peut-être pas accessible, on ne pourra pas le remettre en production, on va le laisser comme ça. C'est plus un act of God, c'est le feu qui l'a mis en place, mais si c'est des activités humaines liées à l'aménagement, on doit de remettre en production un plein boisement. Donc, on doit avoir une densité qui ne doit pas diminuer avec le temps, suite aux activités d'aménagement. Mais ma question, c'est plus, si on fait de la récupération de bois brûlé, est-ce que ça peut se régénérer naturellement ou déjà l'intervention fait en sorte qu'il faut de toute façon régénérer parce qu'on va trop perturber? Ben, je ne suis pas ingénieur forestier, là, je ne peux pas parler au nom du ministère, mais je n'ai pas le droit de parler comme ça. Là, mais ce que je peux dire, c'est que dans des endroits, même après récupération, là, on observe les plants qui sont mis en terre, puis on observe la régénération naturelle qui est très, très, très abondante, puis le stocking est parfait. Thaddeus a travaillé sur cette question-là. Il avait développé Fait que des fois, on fait Non, mais c'est des... important, ça veut dire que l'outil sera utile aussi quand on récupère. Des fois, on n'a pas besoin de faire ça répond à ma question. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ou à distance? Moi, j'en aurais une autre. Est-ce qu'on parle souvent que le taux de perturbation sur le territoire, on a les feux, puis à ça s'ajoutent les coupes. Est-ce que tu vois dans votre projet, puis les modèles que ça va générer, une façon de mieux chevaucher ces deux choses-là pour qu'on ait moins un dédoublement de la perturbation du territoire? C'est une façon à réduire le taux de perturbation du territoire. Oui, c'est quand même complexe comme question, là, mais je veux dire, grossièrement, c'est que l'aménagement forestier, on réalise des coupes. Si on regarde historiquement, là, le sud de la forêt boréale, il y avait quand même moins de feux que dans le nord. Puis là, maintenant, on progresse vers le nord, puis on progresse dans des environnements où le taux de feu, la fréquence des feux est encore plus élevée. Donc là, on combine de l'aménagement forestier qui vient rajeunir notre paysage forestier. Puis on est dans des environnements où il y a naturellement plus de feux. Par contre, la coupe, ça permet d'enlever du combustible. Ça permet de diminuer la qualité du combustible. Puis, il y a de plus en plus d'études qui viennent à montrer que ça vient diminuer le taux de feu suite à la coupe. Donc, si tu as de la forêt mature, puis tu as de la forêt qui est jeune, bien, le feu va avoir tendance à plus frapper ou à toucher des territoires avec plus de combustible. C'est la règle du combustible forestier, c'est que c'est un peu en lien avec ça. Mais non, on essaie de mitiguer, on a des réserves qu'on va se faire dans des environnements avec des fréquences de feu élevées, comme dans la région nord du Québec où on a un projet, la fréquence des feux est élevée, bien, on se garde un genre de buffer, un genre de volume pour contrer les pertes liées au feu, donc pour compenser. Parce que dans le fond, le feu veut faire un peu comme la coupe, les deux veulent retirer de la forêt mature. Ouais. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme ça qu'on tient encore. Une dernière question. Ben là, tu connais le travail qui a été fait par Marie-Ève Sigouin, Sylvie Gauthier et moi sur un modèle qui prédit justement l'échec ou les succès de régénération d'après-feu, justement pour venir à répondre à cette question-là. Comment est-ce que tu vois ça, les penchants plutôt modèle expert, basé sur l'opinion d'expert, puis un modèle qui est plus, disons, empirique, basé sur des données? Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir un lien à éventuellement combiner ou comparer ces deux approches? Comparer ou même, vu qu'on est ensemble dans ce projet-là, d'alimenter. Je trouve qu'il y avait une belle base d'informations dans le modèle que vous avez présenté ici à l'UQAM. Puis, dans le fond, moi je voulais vraiment me blinder avec un modèle empirique. Je voulais ramasser de la donnée parce que je ne suis pas un expert de la régénération forestière. Puis je ne viendrai pas montrer. Moi, ça m'intéresse. C'est un domaine qui m'intéresse, mais je voulais vraiment avoir la donnée empirique pour mettre en place ce modèle-là. Puis ensuite, ce qui était relativement nouveau, c'était la sévérité des feux qu'on mesure à partir de la cartographie, à partir de la télédétection. C'est ce que je trouvais intéressant, l'aspect novateur.
Puis, c'était d'avoir... moi, je voulais me blinder de par ma connaissance, là, que je ne suis pas un expert de la régénération d'épinette noire. Là. Il y en a d'autres ici, L4 partout, surtout ici, là, qui sont des experts. Mais c'est ça, moi, je voulais vraiment avoir un modèle empirique basé avec des données solides. Puis, c'est pas tout le temps facile à obtenir, ces données-là. Puis, j'ai la chance au ministère d'avoir des équipes qui sont capables d'aller chercher de l'information sur le terrain. Mais oui, moi, je le vois très bien fusionner, puis on prendra tout ce qui est bon entre les deux, puis ça va être une belle plateforme là, pour les praticiens. C'est bon, mais on est en train d'épuiser notre temps. Alors, merci beaucoup, Yann. Merci. Alors, j'inviterai tout le monde qui sont intéressés à rejoindre à notre conversation qu'on va avoir à partir de 14 h dans le D115. Si vous avez d'autres questions ou vous aimeriez parler en plus de détails avec Yann de ses recherches, vous pourrez vous rejoindre à nous. C'est dans le classe sujet de pointe. Alors, c'est le D115 à 14 h pour ceux qui sont intéressés. Puis, il va y avoir plus de Midi de la foresterie. On est juste en train de finaliser les dates des 3 prochaines présentateurs qui vont se dérouler en fin octobre, novembre et début décembre. Alors, regardez vos boîtes à courriel, il va y avoir des annonces bientôt. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.